Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, pour la première grosse vidéo, eh bien, je vous présenterai toute la gamme, ou presque, Innomé Satanis, Magna Veritas. Eh oui. Ah là là. Eh ben, quelle nostalgie. Et oui, là, je vais vous parler franchement d'un jeu qui a énormément compté pour moi dans ma carrière de MJ, puisque c'est l'un des premiers que j'ai maîtrisé, et pas des moindres. Voilà, surtout à l'époque, maîtriser un tel jeu, c'était, on va dire, de la folie, un exploit en soi, un acte de rébellion, si je puis dire. Enfin voilà, quoi, on était des ados, on avait envie de s'amuser, et donc voilà, bah, c'était notre jeu subversif à nous, c'était un peu notre rock'n'roll, on va dire, le rock'n'roll de notre époque, hein, si je puis dire. Et bah, ce n'est pas moins que, on va dire, le jeu après Bitume, que j'ai déjà chroniqué sur cette chaîne, un jeu de croc, donc, qui, eh ben, voilà, il reste dans les mémoires de tous, comme je pense l'un des jeux, on va dire, satiriques, fun, humoristique, mais grinçant, à l'humour noir décapant, qui vraiment a complètement enchanté notre jeunesse et notre adolescence. Et moi, je reste toujours attaché à lui, même si je joue encore un petit peu, mais pas énormément, hein. C'est en fait, eh ben, j'y joue uniquement quand, on va dire, il y a un fait d'actualité qui me donne une très bonne idée de scénario. C'est généralement en fait le principe que je me donne. Ce qui veut dire que voilà, bah, j'y avais joué dernièrement, on va dire, pour deux petites choses. On va dire, j'avais pour habitude donc d'attendre vraiment un coup d'éclat médiatique de la mort. Donc voilà, l'affaire Benalla m'avait donné l'occasion de faire vraiment un scénar qui avait bien fait rire mes joueurs, et moi le premier aussi. L'incendie par exemple de la cathédrale Notre-Dame, qui a une grosse importance dans l'univers du jeu, je vais y revenir, etc., etc. Donc voilà, là pour l'instant j'ai pas vu, on va dire, de choses, on va dire, à part peut-être les derniers événements qui pourrait, on va dire, en effet, laisser penser à un sale coup, on va dire, de certains démons. Mais bon, comme d'habitude, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, bah, voilà, moi c'est vraiment un jeu qui me tient énormément à cœur, hein, et que je vais essayer, on va dire, bah, de vous présenter de la manière la plus subjective qui soit, c'est-à-dire, on va dire, avec toute la passion que j'ai pour lui, et c'est digne de la passion du Christ, diraient certains. Voilà. Alors, Innomie Satanis, bah, c'est quoi? Bah, c'est donc, comme je le disais, un jeu de croc paru au tout début de l'année 90, voilà, sous la forme donc d'une boîte comme ceci. Donc celle-ci en plus c'est la boîte première impression. Voilà, on la reconnaît bah, parce que déjà la boîte est plus petite par rapport à la seconde impression, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on voit la différence de taille de boîte. Et aussi parce que eh ben, les livres à l'intérieur, puisque donc la boîte était constituée de trois livrets, donc le livret Innomie Satanis, Magna Veritas et Maleficarum Daimonis, comment dire, le livret avec 5 scénarios. Ils sont derrière à couverture blanche. Voilà. Donc, si jamais vous avez cette première impression, eh ben, jackpot pour vous, vous avez une version qui est encore plus rare et limitée que l'autre. Voilà, celle-là, je l'ai rachetée après, hein, parce que moi, en fait, ma première, c'est celle-là, c'est celle que j'ai achetée, sachant que celle-ci, je l'avais déjà eu entre les mains avant, puisque j'avais un ami, en fait, bah, celui avec qui on avait déjà joué au tout début, c'était au collège, quand on avait fondé notre club de jeux de rôle, et oui, on jouait à une sataniste, pour vous dire, qu'on n'avait vraiment pas froid aux yeux, et qu'à l'époque, bah, avant Mireille Dumas, on avait quand même, on va dire, fait certaines choses qui, on va dire, nous ont donné quelques charges supplémentaires dans notre dossier. Donc Innomé Satanis, eh ben, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeu qui nous propose tout simplement de jouer des anges et des démons à l'époque moderne, notre époque actuelle, qui sont pris en fait dans une passe d'armes millénaires, un grand jeu, ce qu'on appelle le grand jeu, où donc bah, à la création, donc Dieu a créé la Terre, voilà, en 6 jours, il s'est reposé au septième, il a créé l'humanité, grand mal lui en a fait, il a donné un certain libre arbitre. L'un de ses archanges a eu, on va dire, le malheur, si je puis dire, d'inventer la notion du mal, Yves, hein, l'archange des sources, l'archange, on va dire, donc de la connaissance.
Et bah, une partie de ces archanges qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont, on va dire, les humains, d'une certaine manière, étaient traités par Dieu et donc étaient d'une certaine manière voilà, limités, on va dire, voilà, bah, si vous relisez un peu l'Ancien Testament, hein, vous comprendrez que le Dieu de l'Ancien Testament est quand même un Dieu un peu punchy, un peu colérique. Hein. Eh ben, ils ont décidé, on va dire, de se rebeller. Et en se rebellant, bah, donc, le premier d'entre eux, l'archange de lumière, donc Samaël, euh, a pris la tête donc, de ce mouvement, a été donc banni, il a perdu. Et donc, ben, on lui a mis un gros coup de pied dans le derrière. Il a descendu tous les escaliers. Je reviendrai aussi là-dessus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les marches dans l'univers d'Inoue Satanis, qui est un aspect très important, on va dire, de l'univers, puisque donc on a le paradis, l'enfer après, et puis donc la terre qui est le monde médian, et entre, on a, on va dire, des sortes de strates qu'on appelle les marches, qui ont été, ça c'est du background qui a été développé, on va dire, au fur et à mesure, et c'est dans ces marches qu'on trouve évidemment pas mal de petites choses qui enrichissent le background, mais qui le rendent quand même aussi un peu complexe. Donc Samael, avec tous ces archanges, se font littéralement botter les fesses et ils descendent à la chaufferie, comme dirait l'autre, et eh ben, ils créent d'une certaine manière une forme d'équilibre avec donc Dieu et ses archanges au ciel, lui donc et ses princes démons, ceux qui vont devenir donc des princes démons en enfer. Et eh ben, ça va être l'objet, donc l'humanité va devenir l'objet d'une lutte en fait entre les deux. Donc une lutte assez ouverte hein, quand même au départ, sauf que ben, à un moment ils disent stop, il va falloir comment dire trouver une solution justement pour on va dire gérer la chose, et ils vont inventer le grand jeu. Ils vont donc négocier entre eux et ben, il va y avoir des règles dans ce jeu pour savoir qui va avoir le droit d'une certaine manière d'acquérir la possession entre guillemets ou du moins de gagner on va dire l'humanité. Eh ben, ils vont avoir le privilège, entre guillemets, ou plutôt, on va dire, la restriction, en tant qu'ange ou en tant que démon, d'un s'incarner sur Terre dans des corps d'humains. Donc pour les anges, ils s'incarneront dans des corps, on va dire, de gens pieux, volontaires, qui eux-mêmes, leur esprit deviendra après, comme c'était des gens assez pieux, donc des soldats de Dieu, donc des serviteurs, on va dire, des anges sorte d'armée, on va dire céleste, d'armée angélique, un peu facho sur les bords hein, quand même, faut quand même le reconnaître. Enfin, un extrémiste catholique quoi en fait, vous comprenez. Et donc, bah, les démons eux ne pourront s'incarner que dans des corps, on va dire, d'humains décédés récemment. Et voilà, et bah, la lutte, on va dire, va se faire, on va dire, entre ces deux factions principales, parce que bon, il y a d'autres factions hein, qui vont être rajoutées, vous verrez au fil des suppléments. Et bah, voilà, c'est le grand jeu. C'est une manière, on va dire, assez unique et inique de gérer la chose et d'essayer de s'attirer à soi, de tirer la couverture pour savoir qui aura le droit, on va dire, de gagner, on va dire, l'humanité. Et donc la lutte, eh ben, perdure depuis, on va dire, des millénaires. On attend évidemment l'avenue de Messie. Il y a eu d'autres religions qui ont réussi à naître. Voilà, ça fait aussi l'objet de suppléments qu'on fait grincer des dents et qui, à mon avis, aujourd'hui ne ressortiraient plus. Il faut quand même être clair là-dessus. Voilà, là, ce que je vais vous présenter, je rappelle, et je préfère le dire, c'est un point de vue du jeu que je prends, c'est-à-dire un point de vue extrêmement d'humour noir et cynique. Donc ne venez pas, comment dire, me hurler dessus dans les commentaires, comme quoi je suis irrespectueux. Non, voilà, je préfère le prévenir. J'adopte, on va dire, le point de vue du jeu dans la vidéo. Voilà, qui n'est pas forcément mon point de vue. Quoique. Donc, Innomé Satanis vous offre donc la possibilité, bah, comme un pauvre R que vous êtes, d'un esprit, comment dire, donc angélique on va dire un ange déchu qui faisait la queue, comment dire, comme un peu pas mal d'anges ou de démons qui s'emmerdent cordialement respectivement donc au paradis ou en enfer. Puis voilà, ils vont, après avoir réussi à resquiller dans la file, ils arrivent à un guichet, ils remplissent un dossier en au moins on va dire 12 exemplaires, et pour être donc incarnés sur Terre. Voilà, ils choisissent normalement leur affectation, entre guillemets, leur pouvoir. Bon, ils n'ont jamais ce qu'ils veulent, évidemment. C'est pour ça que le système de jeu est complètement aléatoire cet aspect-là. Et donc, ils descendent sur Terre et ils vont devoir réaliser des missions. Parce que la proposition ludique de Innomé Satanis Magna Veritas, c'est un jeu à mission.
Donc on réalise des missions aux ordres donc de l'enfer ou du paradis, sachant que si on est un ange, on est déjà un peu plus puissant. On a en plus une hiérarchie qui nous guide, donc voilà, on peut avoir accès à certains petits avantages qui sont représentés justement par la hiérarchie, par un quartier général officiel dans lequel on peut aller quand même demander de l'aide, faire des rapports, etc., qui est justement Notre-Dame à Paris, qui est le quartier général des forces du bien. Voilà. Par contre, les démons, eux, ils vont devoir être beaucoup plus malins, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus intelligents. Beaucoup plus malins, c'est le cas de le dire, d'ailleurs, c'est le malin après tout. Et donc, se débrouiller tout seul pour réaliser les missions qui vont, on va dire, toutes les missions, on va dire, sont vraiment très variables, hein, mais ça va être surtout, on va dire, pour pilonner, on va dire, les petites magouilles du camp d'en face, parce que chacun magouille, hein, faut dire ce qui est, sauf que les anges sont un petit peu plus puissants, les démons, eux, sont un peu moins forts, mais ils auront plus de capacité, évidemment, pour pouvoir louvoyer, se cacher, et généralement, ils devront jouer autrement. Alors moi, je le dis très sincèrement, de mon point de vue, jouer à Magna Veritas, c'est pas super intéressant. C'est facile, c'est un peu gratuit. Voilà, c'est vraiment pas dans l'esprit. Et puis bon, si vous voulez jouer vraiment des anges fachos, c'est vraiment ce qu'il faut, hein, parce que bon, il faut quand même reconnaître que la plupart des archanges que vous servirez sont quand même un peu des gens intégristes et chiants, qui ont une vision assez étriquée de l'existence. Là où chez les démons, on aura plus l'occasion, évidemment, de pouvoir faire des missions fun, on va dire, où voilà, il faudra quand même semer la zone, foutre le bordel, et ça, ce sera quand même, en termes ludiques, beaucoup plus intéressant, on va dire, pour on va dire, une table de jeu. Et c'est ça qui était, on va dire, intéressant, et qui, justement, c'était de jouer, justement, des démons qui, eux, vont devoir utiliser leur cerveau pour, justement, essayer un peu de renverser la table et d'emmerder le camp d'en face. Voilà, comme dirait l'autre. Donc voilà. Moi, mon parti pris, c'est vraiment de jouer des démons. Après, bon, si vous voulez faire dans un peu le super-héros gentil, voilà, jouer La Petite Maison dans la Prairie ou Joséphine Ange Gardien, c'est possible. C'est vous qui voyez, on peut le faire. Mais c'est pas moi ce que je vous conseille si vraiment vous voulez aller jusqu'au bout du jeu, quoi. La plupart du temps, c'est vraiment beaucoup plus intéressant de jouer des démons quand même pour on va dire, justement, tirer toute sa saveur du jeu. Voilà. Alors, maintenant que j'ai dit tout cela, je vais vous présenter l'ensemble de la gamme, donc jusqu'à la gamme Génération Perdue, puisqu'il y a donc eu une première, deuxième édition qui sont en fait quasiment similaires, hein, c'est juste qu'il y a eu un renouvellement du livre de base, une troisième édition, une quatrième édition, et donc la Génération Perdue qui est la dernière, donc de chez Race Dead, qui avait été donc en financement participatif. Voilà. Alors pour la première, deuxième, là j'ai vraiment la gamme complète. Pour la troisième, partiellement. La quatrième, j'ai pas suivi toute la gamme. Et maintenant, en plus, se refaire les suppléments, c'est assez compliqué. Mais bon, je le ferai peut-être dans un avenir proche, en fonction de mes priorités, ça dépend. Alors, comme je vous le dis, donc ça se composait au départ pour la première édition de cette boîte de base. Donc, ça, je vous ai montré, c'est la boîte première impression, donc avec les trois livrets. Donc, je vais vous montrer en fait la version reprint. Qu'il fallait savoir qu'elle existe, hein, d'ailleurs. Vous voyez, en plus, j'avais mis des dés spécifiques pour ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas parlé du système de jeu. Je vais en profiter justement. Donc, voilà, 3 livrets. Donc, chaque livret, là, une livret innommée Satanis, évidemment, décrit le jeu du point de vue des démons, avec le système de jeu, le système de création de personnages, tout pareil, la description des pouvoirs, et la description également donc des princes démons que l'on peut servir, qui sont en quelque sorte notre archétype de personnage. Parce que évidemment, notre personnage va avoir des pouvoirs, une certaine, on va dire, manière de voir le monde en fonction de l'archange qu'il sert, ou du prince démon qu'il sert. Et on avait également donc un livret de 5 scénarios, donc 2 scénarios pour les anges, 2 scénarios pour les démons, et un scénario, on va dire, spécial, qui était plutôt sympathique. Ça rappelle de très très bons souvenirs. Donc voilà. Au niveau des scénarios, donc voilà, le premier petit scénario, c'était une petite fille qui n'a plus de papa et qui est très triste. Donc il fallait retrouver une petite fille qui était en fait on va dire un démon
renégat. Après, on avait une petite maison dans la prairie. Voilà, aussi, pareil. Là, c'était un scénario donc, pour les anges. Operation Stormtrooper of Gods. Donc là, un gros scénario avec justement des voyages temporels et donc la présentation d'un autre prince démon qui n'était pas présenté dans le livre de base, c'est-à-dire Chronos, le prince démon du temps, qui est un peu le pendant, le frère jumeau justement de Yves l'archange des sources. C'est aussi le prince démon, on va dire, de la connaissance, hein, quand même, puisque il a la connaissance du flux temporel. Les guerriers du sommeil, donc pour Magna Veritas, où là on présentait le monde justement onirique, qui est extrêmement important, donc avec le monde de Belette, qui après c'est l'objet d'une campagne, que j'y reviendrai. Les fils du métal, qui présentaient également eux par contre la troisième force, donc, et en particulier ceux qui en sont la meilleure représentation, c'est-à-dire les vikings. Et Nuit de Chine, Nuit Kaline, un scénario très rigolo sur, on va dire, les dérives, on va dire, concernant, on va dire, les rites funéraires dans le 13e arrondissement de Paris, si vous voyez ce que je veux dire. Et Monster Squad, qui lui, on va dire, nous permettait de jouer en fait des serviteurs, ce qu'on appelle donc des familiers, pour justement en fait jouer les créatures typiques en fait des films de la Hammer, donc c'est-à-dire voilà les Dracula, la momie, le loup-garou, la créature du lac noir et Frankenstein. Voilà, c'est un scénario rigolo. Et Hardcore Holocaust qui terminait, où là donc on nous présentait également un futur, on va dire, prince démon qui devenait prince démon à l'issue, c'est-à-dire Furfur, le prince du hardcore, voilà, le prince du métal, ouais, du métal. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'ils nous proposaient dans les livres, la mouture de base. Donc pour ce qui est du système de jeu, c'est vrai qu'il faut quand même que j'y vienne et que je décrive un petit peu quelques petites choses. Bah, tout est basé donc sur ce qu'on appelle le D666, donc on utilisait 3 D6. On avait une table unique qui croisait en fait, c'est voilà, un tableau à double entrée, hein, tout bête, qui, voilà, à quoi ça ressemblait. Voilà, c'est cette table là. Voilà. Donc d'un côté, on croisait la valeur de caractéristique, de l'autre, la difficulté de l'action ou la valeur du talent, parce qu'on avait des talents. Donc ça va de 1 à 6, et donc de 0 à plus 3 pour le talent ou on va dire la difficulté, qui va donc de très difficile jusqu'à plus 3 très facile. C'était dans l'ordre inverse, hein, évidemment. Et donc, on avait possibilité aussi de décaler des colonnes, hein, de donner des colonnes de bonus et de malus. On pouvait se donner nous-mêmes des colonnes de malus et de bonus. Ça, c'était une règle, on va dire, optionnelle qui était décrite, on va dire, dans un supplément après. Parce qu'il y avait eu quelques petits rajouts de règles. Hein. Et donc, on tirait donc les deux premiers dés, puisqu'on avait un nombre qui nous était donné au croisement entre les deux, entre 11 et 66, et il fallait faire en dessous ou égal pour réussir l'action, sachant que le dernier dé, c'est pour ça que moi j'avais choisi un dé un peu plus gros, était le dé justement des unités qui représentait en fait la marge de réussite de l'action. Et donc on va dire les dégâts potentiellement que vous alliez faire, ou on va dire la qualité, on va dire, de l'action telle que vous alliez la faire. Et évidemment on avait un système de super critique et de super fumble entre guillemets. Si vous faisiez donc 111, donc 1-1-1, vous faisiez ce qu'on appelle l'unique, et donc là vous invoquiez d'une certaine manière Dieu. Alors sachant que normalement dans les règles il disait que ça ne marchait que pour les anges, et si un démon faisait 111, je pense que le MJ pouvait lui faire aussi un petit chien de sa chienne, un peu comme un échec critique d'une certaine manière, où là il allait le foutre dans la merde ou faire autre chose. Et évidemment, si on faisait 666, eh ben, on invoquait la grâce de Satan, voilà, le 666, et dans ce cas-là, voilà, d'une certaine manière, notre action avait vraiment, c'était un super critique pour les démons. Et en dehors de tout cela, normalement, voilà, si un ange faisait ça, c'était, on va dire, un gros fumble au minimum, ou si le MJ le choisissait, peut-être, on va dire, une petite intervention justement du grand patron d'en face, qui, on va dire, mettait des bâtons dans les trous aux jeunes impudents. Voilà, donc ça c'est pour le système de jeu. Alors il y en a qui l'ont jamais aimé,
Moi, je trouve que ça tournait très très bien, hein. Bon, c'était quand même assez ardos, hein. De base, c'était très très dur, je trouve, de réussir ces actions. Il y avait quand même des probas qui, je trouve, étaient assez en défaveur des PJ de manière globale. Alors, pour la création de personnages, on pouvait, il y avait de quoi, on va dire, créer, on nous donnait quand même la possibilité de créer un être humain. Donc ça, c'était surtout probablement en tant que PNJ. De créer les morts vivants, ça c'était les serviteurs de certains démons. De créer un familier, donc ça pareil, un démon pouvait avoir un serviteur qu'on appelle donc familier, qui en fait, le familier c'est un démon en fait qui a été puni parce qu'il a fait des bêtises, et du coup il a été un peu rétrogradé. Ça peut même arriver qu'il soit rétrogradé plus bas encore, hein, en tant que mort vivant, mais bon alors là c'est vraiment, ou en tant qu'objet, ça peut arriver aussi, et ça c'est vraiment moche. Mais il y a plein de pouvoirs justement qui illustrent cela. Et donc, pour ce qui est des démons, donc on a 18 points à répartir entre 6 caractéristiques, donc une moyenne de 3, et 10 points de talent, voilà, et donc on peut acheter donc, pour un certain nombre de points, un point niveau 0, 2 points niveau plus 1, 4 points niveau plus 2, et maximum plus 2. On peut avoir des talents plus 3, mais uniquement, on va dire, en tirant dans la liste des pouvoirs. Après, on a 4 pouvoirs, mais on peut avoir un pouvoir supplémentaire si on prend ce qu'on appelle donc une limitation. Et donc, on a après donc une table de pouvoir avec aussi, à la fin, une table de limitation. Alors, les limitations sont à partir donc de 600, et des poussières. Voilà, 600, donc ça va du défaut physique, pardon, c'est dur à dire, donc cicatrice, ancienne mode, tic à la noix, défaut physique surnaturel, donc odeur suspecte, hein, vous pouviez sentir le soufre, c'est toujours pas bon, ou sentir la mort. Vous pouvez avoir donc des ailes, une queue, des cornes, ça c'était assez, avoir une folie, donc là ça devenait quand même gras. Bon, le défaut physique surnaturel, il fallait le cacher, c'était assez chiant. Mais la folie, souvent, quand vous tombiez, on va dire, sur monomaniaque, paranoïa, pyromane, kleptomane, tueur psychopathe, c'était pas top, quoi. Phobie, donc en particulier la phobie des enfants, c'était rigolo à jouer. Le besoin, également besoin de sang, bon, voilà. Bonté aussi, alors là, c'était le pire que tout. Et donc, voilà, il y avait naïveté, timidité, pitié, gentillesse, loyauté. Alors là, vous étiez la risée, comment dire, de vos camarades. Et le chiffre de la bait, qui est donc, si vous tiriez 666, vous aviez le choix de n'importe quel pouvoir. Alors après, les pouvoirs, ça allait donc de attaque corporelle, donc vous aviez griffes, queue, cornes, etc. Les attaques à distance, donc feu, glace, énergie, acide, on rigolait bien. Des pouvoirs également donc de malédiction, d'absorption d'énergie, de contact aussi, donc on pouvait paralyser l'acide. Pouvoir défensif, donc on avait l'armure corporelle, des immunités. On avait également donc des pouvoirs un peu plus subtils comme couverture, où on avait donc la couverture en fait d'un genre chef d'entreprise, rockstar, présentateur télé, vedette de cinéma, ce qui permettait d'avoir, et ça c'était assez rigolo, moi je le faisais assez intervenir dans mes scénarios, des célébrités en fait, qui justement étaient des démons. C'était rigolo de faire certaines célébrités, on va dire des démons. Je trouvais ça très très drôle. Je le fais encore d'ailleurs. Donc des défenses temporaires, des formes de camouflage, donc invisibilité, caméléon, etc. Des pouvoirs de détection, donc du bien, de l'invisible, des ennemis. Des pouvoirs de communication, donc télépathie, dialogue mental, lire les pensées, cauchemar, etc. Qui était un pouvoir évidemment qui permettait de vraiment faire chier les gens. Et puis en plus, voilà. Déplacement, donc téléportation, forme gazeuse, déplacement temporel, etc. C'était plutôt pas mal. Et pour chacun de ces pouvoirs, évidemment, ils avaient un coût d'utilisation en PP, points de pouvoir, sachant que les points de pouvoir étaient égaux à votre volonté plus le nombre de pouvoirs que vous possédez, limitation comprise. C'était assez simple à calculer. Les armes aussi, donc vous pouvez avoir donc des armes démoniaques que vous pouviez invoquer, les objets magiques aussi, donc et après c'était des objets qui eux-mêmes avec des pouvoirs, ça commençait à devenir chiant. Des locaux, donc vous pouviez avoir un endroit un endroit, on va dire, qui était une sorte on va dire de quartier général. Vous pouvez voir une planque aussi. Des signes extérieurs de richesse. Alors bon, il y avait certains trucs, on se demandait ce qu'on en faisait. Un yacht, un cheval de course, bof, un yacht, un jet privé, pourquoi pas, une île déserte, pour faire un méchant de James Bond. Un établissement aussi, voilà, serviteurs, donc vous aviez plein de serviteurs, des morts vivants, donc zombies, squelettes, ghouls, morts vivants intelligents, donc vampires, momies, fantômes, esprits frappeurs, comme je vous disais, donc ça c'est les familiers.
Donc des familiers animaux, rats, chats, geckos, corbeaux ou autres animaux, voilà. Un familier un peu plus humain, un peu plus, on va dire, élevé. Familier également, on va dire, un peu plus euh, spécial, exotique, genre voilà, poupée, diablotin, véhicule. Ça peut être sympa, tiens, par exemple, ma femme qui elle a un démon de Crossel, elle a un familier, c'est son camion de glace, son camion de marchand de glace, et qu'elle appelle Pumbo. Voilà, c'est on peut faire des trucs vraiment, vraiment débiles. Des relations avec des gens importants, et donc après on arrive aux limitations. Donc après il y avait la description du système de jeu, donc surtout les combats, voilà, donc vous voyez en plus il y avait des illustrations assez humoristiques, humour noir, quand même, qui est donc des illustrations de Varanda qui rendraient vraiment très 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 bien. Alors celles sur certains sur les démons c'est quand même assez trash, hein. Certaines elles font un peu voilà, elles sont pas à mettre entre toutes les mains. Et après, on a donc la description des princes démons. Voilà. Donc, les princes démons principaux, que sont dans les règles de base donc Bélial, le prince du feu, Crossel, le prince du froid, Malthus, le prince des maladies, Béleth, le prince du cauchemar, Andrelphus, le prince du sexe. Je vous laisse, voilà, avec chacun évidemment leur pouvoir, on va dire, particulier. Donc par exemple, pour André Lefus, c'est l'orgasme mortel, c'est-à-dire que à l'occasion d'un rapport sexuel particulièrement, on va dire, passionné et intense, bah, vous pouvez tuer la personne. La petite mort, c'est génial. Et chacun, ils ont évidemment leur propre... voilà, Véphar, le prince des océans, Andromalus, le prince du jugement, Malphas, le prince de la discorde, qui est donc à le pouvoir, justement, le fameux pouvoir discorde, qui est excellent pour faire en sorte que les gens s'engueulent, se tapent dessus et tout, c'est génial. Bifron, le prince des morts, qui lui a donc le pouvoir résurrection, qui peut créer des morts vivants. Voilà, donc ça c'était pour les princes de base. C'était vraiment sympa. Et donc ça c'était que pour les démons. Parce qu'on a la même chose après pour les anges. Donc pour les anges, comme je le disais, ils ont 20 points de création, de 20 points de carac. Ils choisissent aussi 4 pouvoirs. Ils ont donc voilà, également des illustrations un peu moins glauques, des pouvoirs du même ordre. Bon, c'est pas exactement évidemment aussi les mêmes limitations, hein. Eux, ils ont des sens, voilà, une aura, on va dire, de couleur, des yeux qui clignotent, des ailes d'ange évidemment. Il peut y avoir des phobies, des interdits et des péchés. Voilà, donc c'est évidemment adapté en fonction de. Mais sinon, globalement, c'est la même chose, hein. Ils ont globalement le même genre de pouvoir, sauf que, évidemment, dans les attaques corporelles, c'est coups de poing, attaques multiples, membres blindés, esquive acrobatique, assommé. Attaque à distance, donc ils auront éclair, lumière, son, eau bénite. Ça, c'est bien l'eau bénite. Eau du robinet, donc faire un petit jet d'eau sympathique, télékinésie, etc. Des pouvoirs un peu plus en accord évidemment avec le rôle d'ange. Et la description évidemment aussi après les règles, hein, donc on a les règles en double d'une certaine manière, plus des règles spécifiques vraiment aux anges, comme sur les églises et lieux saints, les soldats de Dieu, etc. Comment ça fonctionne, l'interview de Dieu aussi, il y a une interview. Et donc la description des principaux archanges, donc Jordi l'archange des animaux, Jean l'archange de la foudre, c'est l'archange de la technologie en fait, Laurent donc l'archange de l'épée qui lui est Laurent qui est on va dire le général des armées des armées divines, Novalis l'archange des fleurs qui lui est l'archange Babacool, Dominique l'archange de la justice, Christophe l'archange des enfants, Daniel l'archange de la pierre qui est donc lui est le défenseur on va dire de Notre-Dame par excellence, qui est défini en plus dans Innomé Satanis comme un petit skinhead vachement teigneux. Il y a vraiment des archétypes qui sont très très drôles, hein. Faut vraiment comment dire prendre ça au xème degré, sinon vous y arrivez pas, comme je le disais, voilà. Janus, l'archange des vents, donc c'est on va dire l'archange des voleurs entre guillemets, voilà, qui lui en plus, bon, il est un peu particulier puisqu'on sait, on va dire, bon, sans trop spoiler, qu'il joue un peu dans les deux camps en fait, hein. Il a à la fois archange et prince démon, sous le, on va dire le nom de Valéfort chez le voisin. Voilà, voilà, il y a plein de petites choses comme ça.
Et donc ça, c'était ce qui était donc prévu donc dans la boîte de base. En plus, donc, il y avait eu à l'époque un écran qui était sorti, donc pour la première édition. Voilà, un écran que moi j'ai toujours trouvé plutôt sympa, même s'il est un peu trop souple et que du coup il tient assez mal sur la, voilà, avec une séance d'exorcisme. Oh, exorcisme. Voilà. Et son livret qui va avec, son livret scénario, ça se passe comme ça. Voilà, avec il y a quand même des très très jolis dessins, hein. Pour l'époque en tout cas, c'était plutôt sympa. Et donc là, je dévoilerai pas le truc, mais c'est un scénario pour Magna Veritas. Euh, est quand même assez particulier. Je l'ai puisqu'il est aussi dans la boîte, donc je vais vous le présenter. Euh, le l'écran, comment dire, pour la deuxième édition entre guillemets. Donc lui, c'était un écran plutôt innommé sataniste, donc plutôt démon, avec donc un ange en pleine séance de torture, avec un scénario donc Thalassos béarnaise. Parce que, en plus, tous les titres de scénario d'Inoue Satanis ont des noms à la con. Sinon, ce serait pas drôle. Voilà. Et donc là, pareil, on a un scénario donc, pour Inoue Satanis qui doivent, c'était le principe de base, doivent perturber en fait un camp de vacances et vraiment foutre la merde, d'après mes souvenirs. Et c'était plutôt sympathique. Voilà. Il doit vraiment foutre la merde dans un village en fait, dans un village de vacances. Et c'était vraiment très très sympa. Voilà, il y avait autre chose également. Je le présente parce que je le mets dans la boîte pour le protéger, qui était l'ajout de règles en fait du Daemonis Compendium. Parce qu'il y a il y a un supplément que je vais vous présenter où il décrit donc tous les archanges et tous les princes démons à l'époque sous forme de fiches. C'était un supplément qui était extrêmement cher et qui était extrêmement dur et encore aujourd'hui très très dur à trouver, avec un scénario en plus. Donc t'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin elle nous les casse. Voilà, je vous laisse apprécier. Et donc avec des règles supplémentaires qui sont décrites dans ce supplément. Donc sur la cour démoniaque, le grand conseil voilà, des archanges. Également, donc savoir qui a combien de voix, comment ils décident, comment ils font comment ils rendent leurs décisions, etc. Et donc des petits ajouts de règles diverses et variées. Et bon, je range ça là-dedans pour des raisons, on va dire, pour éviter, on va dire, que le matériel soit trop détérioré. Voilà, parce qu'il faut faire très attention à cette boîte-là. Alors, hormis donc cette boîte de base, donc il y avait eu quelques années après, donc je crois que c'était en tout début, ça doit être 92 ou 93. J'essaye de retrouver la date, mais c'est pas évident. Je sais plus. J'avoue que ça doit être de, je pense, 92-93, donc c'est vraiment quelques années plus tard. Il y avait déjà eu une bonne partie de la gamme qui était sortie. Donc le livre donc, qui est représenté, moi si je vous conseille vraiment, c'est de retrouver celui-ci. Ce ne sera pas le plus facile à trouver, mais ce ne sera pas non plus le plus cher, on va dire, de toute la gamme. Mais bon, il peut quand même déjà être... voilà, parce que la boîte de base que je vous ai présentée, elle est vraiment très très dure à avoir en bon état d'une part et à un bon prix. Donc préférez le livre, qui lui en fait reprend les mêmes choses, hein. C'est juste que les informations sont réorganisées différemment. On a vraiment voilà, une partie démon, une partie ange, plus, on va dire, à chaque fois, un scénario spécifique justement à chaque camp. Donc voilà, le scénario par exemple pour les démons, c'est boum boum la guerre, ou aujourd'hui, je veux mes pattes au gaz. Et pour les démons, pour les anges, pardon, c'est les contes de l'apéro. Voilà. Pas les contes de Perrault, c'est les contes de l'apéro. Euh, il y avait quand même. Et une de perdue, tu l'as dans le. Voilà. Scénario pour Magna Veritas, donc ça veut dire qu'il y en avait plus. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de. Donc il y avait 4 scénarios dans la deuxième édition. Et c'est en smurfant qu'on devient, qu'on devient Schtroumpferon. Un scénario qui lui est pour innommer Satan. Donc il y avait 4 scénarios. Là, je pensais qu'il n'y en avait que un de chaque. Voilà. La feuille de personnage. Donc celle-ci était un peu plus facile à utiliser que celle de la première édition. Voilà, elles n'ont jamais été très très bonnes, hein, les feuilles de perso. Voilà,
Et les Esquimaux vont au cinéma pour se faire sucer. Ah bah non, il y en a encore un autre aussi. Franchement, j'en redécouvre. Parce que voilà, celle-ci, je l'ai eu assez tard. J'ai toujours joué avec la première édition et je joue encore avec celle-là. Et donc la deuxième édition, voilà, j'ai jamais trop de toute façon utilisé les scénarios. Je préfère les écrire moi-même, même s'il y en a de très très bons, hein, si vous avez la possibilité d'en retrouver. Voilà. Et donc, en effet, les scénarios, page 152, il y en a quand même un certain. Donc, il y en a 5 alors. Donc, une de perdue, tu l'as dans la. Ça, c'est le premier. Les contes de l'apéro, ça fait 2. Subway, ça fait 3. Bon, ça va, c'est des petits scénarios. Faut pas être Mickey à Euro Disney ou Mickey sa petite queue et ses grandes oreilles. 4. 5, Boum Boum et la guerre. Et 6 alors. Les Esquimaux donc vont au cinéma pour se faire sucer. 7. Et ça veut dire qu'il y en a 8. Oui, cette mission si vous l'acceptez. Donc il y en a 8. On va dire. On était bien servi, comment dire, et franchement, j'avais plus souvenir qu'il y avait autant de scénarios dans la deuxième édition. Mais c'est des petits scénarios, hein. Franchement, moins ça se lit très très vite, ça se met très facilement en place, et ça permet on va dire, de s'amuser pendant une séance de jeu, voilà, de 4 à 6 heures. Ça dépend si vos personnages, et souvent ils font n'importe quoi. Donc concrètement, il n'y a même pas besoin de faire de scénario. Ils foutent la merde tout seul. Donc voilà, vous aviez les mêmes informations, les mêmes archanges et princes démons qui étaient décrits, le système de jeu, etc. Tout, plus le background qui lui du coup était vraiment décrit de manière synthétique, parce que le background en fait était décrit de manière indirecte à travers surtout le système de jeu, les scénarios et les nouvelles, puisqu'il y a également des nouvelles qui sont très très trash. Comment dire, bon, c'est pas les plus trash, hein. Il y a certains suppléments où vraiment elles sont très très trash. Voilà, j'en dirais j'en dirais des petites choses. Et donc, voilà, là on décrit en l'espace de donc une vingtaine de pages le background tel qu'il a été, on va dire, découlé au fil des suppléments. Ce qui permet à cette deuxième édition, on va dire, d'être, on va dire, un peu plus stable, complète, quoi. Parce que c'est vrai que quand on commençait, on avait vraiment juste la situation de base et on nous décrivait pas, on va dire, un peu l'arrière-plan, quoi, le décor. Voilà. Donc, les suppléments. Et là, il y a quand même flopé pour la première édition. On va y aller. Donc, intervention divine. Donc, des règles supplémentaires, des scénarios. Voilà, c'est le premier supplément qui était paru, avec des pré-tirés à la fin, un errata, et donc voilà, les personnages pré-tirés, très sympathiques, hein, donc présentés comme ça, vraiment prêts à l'emploi, c'était plutôt intéressant. Et donc plein de scénarios, donc Satan m'habite, vous en jugerez par vous aussi. Et si la mort n'était qu'un début, si vous avez des petits, vous m'en garderez un. Voilà, comme je... Philippin partage le pain, Philippine partage la... Voilà. Cette manie que vous avez, vous les moniteurs de natation, de vouloir toujours dramatiser. Ouais, et le casse du siècle, et il y en avait encore un, et tout ça c'est du cinéma. Voilà. Donc ça, il y a des scénarios, donc Innomé Satanis, donc tout ça c'est du cinéma, le casse du siècle, c'est des scénarios Innomé Satanis. Scénario pour Magna Veritas, cette manie que vous avez donc les moniteurs de natation toujours dramatisés. Philippin partage le pain, Philippine partage la... Et donc après, des scénarios qui sont plus mixtes, en fait, qu'on peut adapter à l'un et à l'autre. Ce qui était souvent le cas, en fait. Voilà, il n'y avait pas de... Il y avait quelques petites aides de jeu également qui étaient prévues à la fin. Voilà, voilà. Et donc, que je regarde... non, mais c'est bon. Donc il y avait quand même de quoi faire avec ce premier supplément qui était plutôt sympathique. Alors, je vais les remettre dans l'ordre. Donc, ensuite, le deuxième supplément. Ah, okay. Le fameux Daemonis Compendium que vous voyez est en parfait état. Alors, le trouver dans cet état-là, j'avais été content à l'époque et je l'ai gardé dans cet état. Donc, c'était un diptyque que vous ouvriez et donc vous aviez les fiches de votre archange et de votre prince démon. Et donc là, il y en avait évidemment plus que dans le livre de base. Et il y avait donc un livret, celui que je vous ai montré, que je n'ai pas laissé dedans pour éviter qu'il ne s'abîme, parce que c'est un livret en papier. Et donc voilà, vous avez toute la fiche en fait de votre archange ou de votre prince démon. Ils sont tous classés par ordre alphabétique. C'était plutôt sympa. Et voilà, c'est un supplément qui est vraiment très recherché
et pas du tout rentable. Déjà, même à l'époque, il valait quand même 189 francs. C'était assez, on va dire, hors de prix. Berserker, un magnifique supplément sur la troisième force justement et sur la description des Vikings. Donc là, on vous dit comment incarner un Viking avec donc des personnages Vikings en, en pré-tiré, la description donc de leur pouvoir, etc. La description également du panthéon Viking. Donc voilà, Thor, Odin, Freyja, Frigg, Heimdall, Njorn, c'est dur à dire. Njord, le dieu des voyages, Heimdall, donc Tyr, le dieu de la justice, Ulr, le dieu de la chasse, et les créatures maléfiques, qui sont en fait donc dans l'univers d'Inoue Satanis, des princes démons qui se sont déguisés en fait en créatures maléfiques. Donc par exemple Loki, c'est Malphas, en fait le prince de la discorde. Euh, et là en fait c'est Bifron qui a fait la femme pour une fois, comme on dit. Fenris le loup géant en fait c'est Baal, donc le dieu prince démon de la guerre. Midgard donc c'est Shaitan, le prince donc de la laideur. Surtur donc le géant du feu évidemment c'est Bélial. Ymir le géant du froid c'est Crossel. Et donc Aegir le géant des mers c'est Véphar. Voilà, ils ont tous en fait ils sont tous transformés en fait pour faire le Ragnarok. Et c'était rigolo, donc ils ont pelleté en fait tous les dieux nordiques évidemment pour laisser place à la chrétienté et au grand jeu, parce que bon, ils voulaient pas de gens qui viennent les embêter dans leur voilà. Et il y a aussi les règles sur donc un autre élément de la troisième force, les sorciers. Donc quelques illustrations au passage, qui sont donc des vilains qui peuvent invoquer des anges et des démons, et qui ont donc, on va dire, voilà, quelques sorts utilitaires, mais aussi quelques, on va dire, des éléments très intéressants, si on voit en fait par ordre croissant en fait les éléments d'invocation qu'ils doivent prendre, qui sont résumés aussi dans un autre supplément qui est le Scriptarium Veritas, je vais y venir, et c'est plutôt rigolo quoi, à lire, c'est vraiment très très sympa. Donc des scénarios, donc pour qui sonne le gland, voilà, vous jugerez aussi. Après, il y a un deuxième scénario, qui veut la bite de Roger Rappo, voilà, ça c'est pareil, on est vraiment dans l'ambiance, hein. Et voilà, et donc c'était un supplément plutôt sympathique donc, qui introduisait ces deux nouveaux éléments. Après, on passe sur le supplément numéro 5, Baron Samedi, une campagne donc sur la thématique du vaudou, et donc la description évidemment des vaudous, de comment jouer des vaudous, et avec donc des scénarios voilà, en rapport évidemment avec le vaudou, qui crée en fait une mini campagne qui va décider en fait de cette campagne, va décider si oui ou non, on va dire, une des figures, on va dire, majeures, donc ange, va rejoindre justement les anges ou les démons. Alors, normalement, donc dans la version officielle, elle rejoint les anges. Voilà, mais en fait, on décide d'une certaine manière si la figure en fait principale de la religion vaudou se convertit en fait au christianisme ou rejoint, on va dire, les démons. C'est plutôt sympathique. Voilà, donc il y a 6 scénarios. Voilà. Euh, et c'est plutôt, voilà, c'est vraiment une des premières campagnes qu'ils offraient où on pouvait justement, d'une certaine manière, décider de l'avenir du background d'Inoue Satanis. Et c'est pas le seul d'ailleurs. C'est pas la seule, puisque après les autres campagnes vont pouvoir évidemment proposer ce même genre de choses. Et donc on a toutes les règles évidemment pour pouvoir jouer, on va dire, des, euh, des représentants de la religion vaudou, donc ce qu'on appelle donc des Hugans, des VV, faire des VV, faire aussi des invocations de Loa, etc. Bon, c'est sympa. Moi, je l'ai déjà utilisé pour faire un scénario. Ça remonte à longtemps déjà. Mors Ultima Ratio, deuxième grande campagne. Et donc là, les joueurs vont être plongés l'occasion donc d'une campagne, je crois que c'est 5-6 scénarios, dans un monde alternatif créé justement par Bellet, le prince des cauchemars, qui est, on va dire, un monde cthulien en fait, 1920, vraiment ambiance, cette ambiance-là en tout cas. Et donc, il y a eu un problème. On peut le jouer au niveau des anges ou des démons, hein. Il y a un vilain, un familier, on va dire,
qui a pris un peu la grosse tête, Hornet, et qui a pris le contrôle donc du Gothic Horror, c'est comme ça que s'appelle la dimension en question, et donc c'est vous qui allez décider si il va créer sa petite révolution d'une certaine manière de familier, en, on va dire, prenant comme base de pouvoir le Gothic Horror dont il a pris le contrôle, voilà, et donc ça permet de jouer donc une campagne dépaysante avec une ambiance un peu Cthulhu plutôt sympathique. Demonix Remix, c'est un supplément de scénario avec plein de scénarios bien sympathiques, voilà, il y en a plein. Donc voilà, arrête de sucer mon gros crayon, pourquoi les castors ont la queue plate, accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle, un supplément de règles sur les lieux saints, qui est plutôt intéressant. Et il y a quelque chose de pourri à Châtel-les-Roses, c'est lundi, c'est ravioli, oui, bah, évidemment, hein. Vous comprendrez que La vie est un long fleuve tranquille est on va dire, une des références majeures dans Inhumé Satanis. Docteur Janus et Mister Valéfort, donc là on vous dévoile justement la vérité sur Janus Valéfort, voilà, qui joue dans les deux camps. Le prince des voleurs, incroyable mais jouable, et donc vous avez des personnages prétirés en fait à la fin. Voilà, qui vous sont, on va dire, assez exotiques. Voilà, par exemple, on vous propose de jouer un fœtus en fait qui contrôle sa mère et tout, qui est aux ordres donc de Skox, le prince des âmes. Voilà, un fabricant d'armes, un comique à la retraite de Cobalt, donc le prince de l'humour noir, une barmaid dans un café branché, donc pour Shaitan, le prince de la laideur, voilà, et plein d'autres petites choses. Donc il y a aussi la même chose pour les anges, donc un loupard de Francis, archange de la diplomatie, pardon, démocratie, ça va pas, etc., etc. Donc des petits trucs, on va dire, plutôt originaux. Il était une fois, voilà, un supplément qui propose donc des scénarios sur, on va dire, la thématique évidemment du voyage dans le temps. Et donc on vous dit évidemment aussi, puisque donc Chronos a le pouvoir donc de déplacement temporel, mais on va dire les anges aussi ont cette capacité grâce à Jean qui a créé donc une machine à remonter, à voyager dans le temps. Et donc, voilà, on vous explique quelles sont les périodes qu'on n'a pas le droit de changer, qui sont bouclées entre guillemets. Genre par exemple, voilà, Jésus, on n'a normalement pas le droit, comment dire, d'aller intervenir dans la crucifixion de Jésus. Voilà, c'est le Fils de Dieu, etc., etc. Il est décrit quand même dans des suppléments après. D'ailleurs, il est décrit là-dedans, en fait, parce qu'il y a un scénario où justement des anges complètement, on va dire, épris de bière, si je puis dire, donc c'est complètement biturés, font une grosse boulette et remonte le temps en fait pour justement aller on va dire s'amuser avec Jésus, aller lui faire boire un coup et tout, et puis ça se passe mal et les joueurs doivent intervenir, que ce soit ange ou démon, pour éviter que Jésus soit noyé, parce que s'il est noyé au lieu d'être crucifié, évidemment ça va rendre la religion catholique un peu pourrie. Je vous laisse imaginer. Donc voilà, on est vraiment là-dedans, hein. C'est irrévérencieux au possible. Il y a un scénario évidemment aussi sur on va dire la l'extermination, on va dire, du peuple fée. Il y a un scénario aussi. Il y a quoi d'autre encore? Donc sur, on va dire, comment dire, Jeanne d'Arc également. Donc Alouette, gentille Alouette, accroche-toi au clou, j'enlève l'échelle. Donc voilà, c'est celui-là dont je parlais. Reviens Georges, j'ai les mêmes à la maison. Et le pouvoir derrière la croix. Voilà. Donc 4 scénarios. 1, 2, 3, 4, avec donc des compléments pour justement gérer ces petites choses. Et d'autres archanges qu'on n'avait pas, et princes démons qu'on n'avait pas l'habitude de voir, donc Catherine l'archange des femmes, qui peut, on va dire, revenir sur le devant de la scène en fonction évidemment des actions des joueurs. Donc Jésus-Christ, archange de Dieu, Georges, archange de la purification, un des archanges donc, qui s'était occupé évidemment de l'éradication du peuple fée et qui a été mis au placard parce qu'il a foutu trop le bordel. Bref, voilà. De quoi encore enrichir un background qui est déjà énorme, mais on va dire, on a bien rigolé. In Mindstorm, donc le supplément sur les psioniques et sur, on va dire, les renégats, avec des scénarios spécifiques pour jouer également, donc des psioniques et des renégats. Donc avec des scénarios, voilà, Basile, il y a un éléphant dans ma cathédrale, pour les psioniques. Ah, celui-là, j'avais adoré. Turlututu, chapeau pointu, tu l'as dans le. Voilà. C'est toujours, on va dire, d'une grande finesse. Hein, vous en. Voilà. Et donc, comment adapter les scénarios à ce nouveau contexte.
Donc on a vraiment une ambiance assez particulière donc avec les psys. C'est une possibilité. Moi je trouve que voilà, juste la possibilité, les règles sur les renégats sont largement déjà suffisantes pour justifier, on va dire, le supplément en question. C'est un ajout possible, on va dire, mais je pense pas que ce soit, on va dire, l'ADN du jeu, quoi. Inch'Allah. Là, donc ce supplément, celui-là, il ressortirait plus jamais aujourd'hui. Donc là, eh ben, on vous explique qu'en fait, voilà, Dieu un jour a dit je vais créer une nouvelle religion, et donc j'ai envoyé Gabriel, ou Djibril si vous préférez, pour justement aller créer une nouvelle religion, et donc il a créé l'islam, avec donc des archanges et des princes démons spécifiques à cette religion. Donc voilà, on les décrit évidemment là-dedans. Donc les Gabriel, archange du feu, qui est qui a apporté qui a dicté, comment dire, donc le Coran à Mohamed. Et voilà, donc on a tout le contexte, évidemment, de manière assez irrévérencieuse, vous en conviendrez. Donc, comme je ne veux pas avoir de problème, je n'en dirai pas plus sur le côté irrévérencieux de la chose, hein, parce que bon, là, voilà, c'était une époque où on avait la possibilité de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, voilà, ça serait vraiment plus possible. C'est bien dommage qu'on soit, on va dire, soumis maintenant, on va dire, à une censure. Alors que voilà, il n'y a pas de blasphème là-dedans, c'est juste, on va dire, de la caricature et de l'humour. Mais bon, visiblement, voilà, on n'a pas le droit de rire de certains sujets. Donc avec, comme je disais, les princes démons et archanges spécifiques. Donc Jalal, le prince de la contestation, Majouj, le prince de la bestialité, Ouika, le prince des airs, qui est en fait le prince des terroristes, hein, faut le reconnaître. Des archanges aussi, donc Hassan, l'archange de l'unité, Eli, l'archange de la création, et Khalid, l'archange de la foi. Voilà. Donc tout est possible. Voilà, on vous décrit le contexte évidemment de la création de l'islam version Innomie et Satanis. C'est bien la version du jeu, hein, je préfère le dire. Comment créer des anges et des princes démons musulmans, et un scénario spécifique. Enfin un ou deux, je ne sais plus combien il y en a. Voilà, mais bon, ce supplément, voilà. Les carottes sont que 8. FIS de pute et l'envol. Voilà, donc 3 scénarios. Ah, deux suppléments. Voilà, le Scriptarium Veritas. Et oh là là, j'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux? Parce qu'il y a deux versions différentes de ce chiotte de supplément. Je l'ai su que vachement tard. Enfin, je l'ai su, c'était au début des années 2000. Et donc après, j'ai recherché, comment dire, les deux versions. Parce que moi, je l'avais acheté au tout début quand il était sorti. Et donc voilà, c'était dans les années 80, tout début des années 90. Hein, je me souviens, j'étais encore au collège, donc pour vous dire. Et donc, il y a deux versions de ce chiotte de supplément qui décrit et qui est très intéressant. Si vraiment vous avez la possibilité donc de trouver le livre de base, celui-ci, eh ben, c'est celui-là qu'il faut trouver après. Enfin, celui-là, vous choisirez l'une des deux versions, puisqu'il y a deux versions. Et eh ben, le Scriptarium Veritas est une encyclopédie où on a la description de tous les archanges, de tous les princes démons, de tous les dieux nordiques, les règles sur le vaudou, les règles sur les vikings, les règles sur les sorciers, les archanges et démons musulmans, on va dire les règles sur les clochers, enfin les lieux saints, plein de petites règles également, et évidemment, pas des moindres, des nouvelles qui décapent les genoux. Les nouvelles les plus drôles, je pense, sont, on va dire, dans cette... déjà dans les suppléments d'avant, c'était déjà décapant. Celles-là, elles atteignent un niveau, franchement, voilà, je pourrais vous faire la lecture un de ces jours, en live, ça vaudrait vraiment le déplacement. Donc voilà, on a la description de tout le monde, et comme je le disais, deux versions. Donc là, ça doit être la version, si je ne dis pas de bêtises, avec Nisrock. Je regarde. Non, c'est la version avec Nog. Ah, donc c'est celle-là, la première. Donc il y a une version donc avec où la seule différence, c'est le sommaire et on va dire une page qui change. Où donc il y a d'une part dans en fait il y avait une divergence pour expliquer au niveau de la ligne éditoriale, et donc ils avaient décidé dans la première version que donc c'était Nisrock qui serait donc le prince des drogues, que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans la Stella Inquisitorius, hein, qui est le spin-off SF de comment dire de Inno et Satanis.
dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo ou peut-être en live. Et il y a donc une autre version. Je vais vous montrer, hein, parce que comme ça au moins vous verrez que il y a bel et bien une différence. MN, donc Morax, Nog, voilà, le prince de la paresse. Donc il y a bien deux versions. Voilà, où donc les deux, en fait, il y en a donc ça c'est la deuxième qui est devenue en fait la version officielle, où donc c'est Nog qui est bel et bien prince de la paresse, qui a été donc nommé prince démon, et Nisroch donc lui a été rétrogradé. Voilà, alors que pourtant la drogue c'est bien quoi, la drogue ou la flemme, je sais pas, moi ce qui est le mieux. Moi, je préfère la flemme quand même quand voilà. Donc ben voilà, pour une page, pour un prince démon. Bon, il est repris après donc Nog dans la troisième édition. Donc on le voit réapparaître quand même, mais bon, voilà, c'est bien quand même de se dire que dans la première, deuxième édition, ben, voilà, il y a deux versions. C'est chiant. Donc les deux sommaires évidemment sont différents. Voilà, il n'y a que ces différences-là. Hein. Sinon le reste du matos c'est le même. Voilà, voilà. Et c'est un supplément que moi je juge complètement indispensable. Alors après, Dementia Profundis, un supplément sur le thème de la folie, avec donc des scénarios spécifiques tournés autour de cela. Qu'est-ce qu'il y a déjà dedans? Parce qu'après, ça, c'est des suppléments que concrètement j'avais acheté pour la collecte, mais je ne les avais pas. Je les ai pas, j'ai pas eu le temps, on va dire, de les utiliser à l'époque. C'est vraiment très spécifique. Hein. À partir, on va dire, de celui-ci, je trouve que voilà, à part certains suppléments, c'est vraiment très, très particulier. Voilà. Il est où le sommaire dans celui-là? D'ailleurs, il n'y a pas de sommaire, j'ai l'impression. Oh, les villes, ils ont même pas mis de sommaire, ils veulent nous rendre déjà cinglés. C'est normal. Non, il n'y a pas de sommaire. Hein. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, la description de certaines marches également. Avancer Donjons et Dragons. Donc voilà, et on décrit en fait là-dedans, dans ce supplément, les fameuses marches justement. En même temps, on va dire de décrire certaines petites choses donc dans les scénarios hein, qui vont utiliser justement ces informations-là. Et le monde est fou, vous voyez, donc vous voyez, hein, on est vraiment dans la thématique, hein, parce que oui, bah, il y a des fachos partout. Hein. Conte de la folie ordinaire justement donc voilà il y a quand même donc comme je disais des scénarios sur le thème de la folie le thème de la folie qui est quand même abordé dedans mais il y a aussi la description des marches chose dont j'avais pu exactement souvenir après le méga scénar les micro bouts de chou donc voilà le scénar, j'ai l'impression que le supplément est vraiment organisé de manière complètement foutraque, on comprend rien. Et je pense qu'à mon avis, c'est une volonté. Voilà, donc, tout chez moi l'habite, ou tout chez moi l'habite, ah, attention, ou un cadavre de trop, un scénario pour y nommer cette année. Donc là, on a vraiment un scénario, tout chez moi l'habite. Voilà. Euh, dit comme ça, évidemment. Hein, et je rappelle, c'est écrit comme ça, hein, tout chez moi, là, voilà, vous avez compris. Ou un cadavre de trop. Voilà. Donc il y a quand même un scénario, mais après les têtes de chapitre sont extrêmement dures. Et en plus il y a des dessins de gamins. Voilà. Voilà. Donc un supplément qui est utile, mais on va dire qui n'est pas extraordinairement indispensable. Celui-là par contre il est beaucoup plus indispensable, je trouve. Even a Hell. Là, on nous décrit vraiment le cœur, on va dire, du BG, donc la création, voilà, les différentes expériences de Dieu avant d'avoir créé l'humanité, avec l'histoire donc de Denver, le dernier dinosaure, voilà. Bah oui, à une époque, il essayé de créer une religion avec avec un dinosaure pour Messie, c'était assez rigolo. Donc bon là, c'est d'une irrévérence là, franchement, bon, ça, je vous dis, même pareil, je pense que ça passerait plus. Donc, vous voyez, Adam et Ève qui sont en train de manger au resto. Voilà. Donc, on a vraiment toute la description de ce genre de petites choses. L'enfer et le paradis. Donc, on nous décrit donc la cafette de l'enfer du paradis. Les points légendes, donc avec l'Arche de Noé, le Graal, Arthur et Merlin, etc., etc. Marche ou crève.
Il y a des scénarios aussi, je crois. Oui, il y a des scénarios. Donc là, voilà, vous voyez, en plus avec des illustrations, avec quelques femmes dénudées, quand même. Alors, au niveau du... Voilà. Scénario, oui, le pendule de Jean-Pierre Foucault. Voilà, c'est ça. Et un appendice. Et plein de petites choses, donc, sur les différents points, en fait, de l'Ancien Testament, euh, revus et corrigés par Innomé Satanis. Donc avec la Genèse, selon Saint Croc. Donc vraiment, ils ont refait complètement comment dire, le dogme version Innomé Satanis. C'est très très rigolo à lire, franchement. Et le pendule de Jean-Pierre Foucault, c'est plutôt rigolo. Voilà. Après, Deus Ex Machina, un supplément qui rajoute encore du BG, il n'y en avait pas assez, sur, là cette fois-ci, les religions celtiques. Donc voilà, avec donc Catherine, Archange des Femmes, qui apparaît. Et donc c'est vraiment un supplément. Donc vos personnages sont justement confrontés on va dire, aux dieux, on va dire, et à la marche. Parce qu'en fait, toutes les religions, d'une certaine manière, ont été expulsées, hein, et même les créatures surnaturelles, dans les fameuses marches. Et donc là, ça en fait partie. Bon, il y en avait après, on va dire, même de manière assez, on va dire, non pro, c'est-à-dire de manière profane, avait rajouté aussi du BG et plein d'autres panthéons, hein. Donc il y a plein de choses qui sont retrouvables sur le net, ou trouvables sur le net à ce propos. Donc une mini campagne sur le thème, donc justement de la religion celtique, si vous voulez en rajouter. Et Rigor Mortis, avant-dernier supplément de la gamme, où donc là on nous décrit une autre chose, le bureau, qui est on va dire un petit service particulier qui rassemble en fait des anges et des démons triés sur le volet pour réaliser certaines missions particulières. C'est une très très bonne idée, moi je trouve. Ça permet, on va dire, de renouveler un peu la chose, et avec donc évidemment aussi des scénarios prévus à cet effet qui sont décrits dedans. Mais en fait, c'est une petite campagne, hein, qui est prévue dedans, qui va, on va dire, décaper. Et donc la description aussi donc d'un truc sympa, c'est le bar de chez Régis. Où donc concrètement, si vous avez envie, si vous êtes un ange ou un démon et que vous avez envie d'aller boire un coup et que vous savez pas où, vous pouvez invoquer en fait le bar de chez Régis. Voilà, si vous êtes pas trop con et que vous savez vous tenir, soit ange ou démon, hein, parce que ils sont très cons tous les deux, hein, faut quand même être d'accord avec ça. Eh ben, vous pouvez trouver chez Régis, c'est un lieu, on va dire, de paix et on va dire, un lieu neutre où vous pouvez aller boire un coup avec des anges et des démons sans problème. Et c'est plutôt sympa. Et donc la grosse campagne qui s'appelle La concierge est dans l'escalier. Je crois que c'est comme ça, hein, qui s'appelle comment dire, ah non, c'est que l'un des scénarios. Franchement, j'avoue que je ne sais plus. Ouais, donc il y a Tortue Blues, La concierge est dans l'escalier, etc. Donc oui, il y a plein de scénarios en fait sur la base du... Bon, je dévoile pas au niveau de l'intrigue parce que ça peut quand même un petit peu bouleverser l'univers. Et le dernier supplément de la gamme, Muchos Pesos Cafarnaum, qui est un peu, on va dire, un supplément un fourre-tout, où donc vous avez des fiches d'ordre de mission qui sont plutôt sympathiques à remplir par voilà, pour faire après vos demandes, déroulement d'une mission. Voilà, donc c'est vraiment une petite aide de jeu comme ça qui peut peut-être vous aider. Les aides de jeu, donc quand le passé se réveille, donc ce qu'on appelle donc les incarnations antérieures. Donc un démon d'André plutôt sympathique qui vous attend sur l'oreiller pour des confidences sur l'oreiller. Voilà. Des anges et des démons, parce qu'il y a aussi, on va dire, des anges et des démons qui s'aiment. Aide de jeu Paris Brûle-t-il. Le guide de l'ange au service de Daniel à Paris. Encore des aides de jeu, plein d'aides de jeu. C'est vraiment un peu le foutoir intégral dans ce truc. Quelques compléments aussi sur le bureau et des scénarios. Donc sur les équipes mixtes ange-démon, justement, encore dans le contexte du bureau. Voilà, et donc le scénario s'appelle Aladdin a lâché sa tête, Lune de miel au paradis, c'est des mini-scénars, hein. C'est vraiment des petites idées de scénarios qui sont développées.
Voilà, un lieu, des scénarios, l'immeuble. Donc voilà, après vous avez aussi des lieux qui peuvent servir de scénario, etc., etc. Donc c'est un peu le foutoir. Certains jugent qu'il n'est pas super utile. Bon, voilà, moi je l'ai pour la collègue, mais c'était pas le supplément le plus indispensable de la gamme. Alors j'ai aussi, puisque j'ai récupéré des trucs, la cocotte minute sifflera 3 fois. Donc ça, je sais plus dans quel cadre ça avait été, on va dire, mais c'est un truc officiel, hein. Par Croc et Jeff. Je sais plus en quelle année c'est sorti ça. C'était pour jouer à In Satanis Magna Veritas dans un cadre western, évidemment. Vous l'aurez compris. Et dernière petite chose de la première édition. À l'époque où j'avais pas pu, on va dire, trouver l'écran, on va dire, de la deuxième édition, eh ben, j'avais réussi à le trouver, ni plus ni moins qu'en allemand. Et oui, il y a eu une version allemande dénommée Satanis. Il y en a aussi eu une en anglais, hein, qui était beaucoup plus soft. Faut dire quand même ce qui est. Il avait quand même bien lissé le truc. Et donc c'était plus le même jeu, hein, c'était plus un jeu d'occulte contemporain qu'autre chose. Euh, et donc, eh ben, là, je vous laisse voilà, juger par vous-même la feuille de personnage en allemand. Voilà, c'est particulièrement sympathique. Stärke, Gewandtheit, Präzision, Warnenmunk, Ego et Erscheinung. Voilà, ça c'est le nom des attributs en allemand. Ouais, ça, j'ai pas trop perdu mon allemand quand même, j'étais allemand première langue. Merde alors. Voilà, donc ça c'était pour la gamme première, deuxième édition, qui est déjà quand même assez pléthorique. Je poursuis avec la troisième édition. Donc là, elle est tête bêche, c'est assez chiant d'ailleurs. Mais bon, donc le bouquin évidemment est en deux. Alors là, quand on a vu la troisième édition sortir, on s'est dit waouh, allez. Donc là, on est à la fin, un peu plus fin des années 90, hein, 97, voilà. Donc là, on a le background qui nous est décrit, c'est quasiment le même d'ailleurs. Voilà, feuille de personnage que je trouvais un peu plus sympa. Le système de jeu a un peu changé, c'est-à-dire que techniquement, donc on prend cette fois-ci dans la troisième édition la caractéristique et donc le pouvoir lui aussi ou le talent et aussi comment dire un niveau, enfin et au même niveau comment dire que la caractéristique. Et après on croise avec une difficulté. Voilà. Et après on peut aussi mettre des. Alors moi je suis pas super fan du système troisième édition. Parce qu'en fait, on prend le talent si on l'a, ou on va dire la carac par défaut avec un malus. Donc, je sais pas si c'est. Par contre, les illustrations sont vraiment très sympas. Les scénarios, donc il y a un scénario dans chacun des. Dans chaque, dans chaque mouture. Pour Magna Veritas, c'est piège de haut cristal à grande vitesse hyper méga speed. Voilà, vous comprendrez. Un scénario d'action. Euh, Là où, pour Innomine Satanis, et de l'autre côté en plus, alors qu'ils ont inversé les scénarios, j'ai l'impression. Ça, je m'en souvenais plus. Et donc, il est où le scénario Où qu'il est le scénario Et donc, le scénario INS, c'est La part des anges. Voilà. Avec, donc, comme je vous dis, toujours des illustrations de Varanda qui déchirent. Et il y avait un petit livret. Les petites affaires, donc voilà, pour nous. C'était une sorte d'aide de jeu en fait pour nous expliquer comment ça fonctionne et on va dire une adaptation, on va dire, de toutes les données du background qui sont pléthoriques et donc il nous donnait en fait quelques éléments, on va dire, sur chacun des éléments des suppléments que je vous ai décrits, donc les sorciers, les renégats, les lieux saints, les psys, les vikings, voilà, les soldats de la Terre Creuse aussi, qui est un petit développement. Mais bon, ce qu'on voulait en fait dans cette troisième édition, c'était se recentrer, normalement en tout cas, se recentrer, on va dire, sur le combat, on va dire, ange-démon. Moi, c'était la politique
qui était voulu dans le jeu par les instances, et on se recentre, on va dire, sur la lutte ange-démon parce qu'il y en a marre, et donc la troisième faisait un peu table rase de tout le reste. Vous pouviez le réinclure, mais on devait normalement repartir sur la proposition ludique de base. Alors il y avait dans cette édition également écran, l'écran, voilà, qui décrit les toits de Notre-Dame, voilà, avec un combat ange-démon évidemment à la clé, et un scénario qui l'accompagnait, qui est, comment il s'appelait le scénar, Nuit à Saigon, Nuit de con. Oh bah, on était encore dans la subtilité et la tendresse. C'était plutôt sympa. Après, donc sur la troisième, comme je vous ai dit, j'ai pas acheté tous les suppléments, on va dire, de scénario, mais j'ai la plupart donc des suppléments qui étaient vraiment utiles. Le guide de la troisième force, donc là, comme dans le livre de base, ils n'avaient pas tout décrit, bah, ils avaient fait un supplément justement en entier, donc un supplément de pas beaucoup de pages. Là, il y en avait au moins presque 300, hein, si mes souvenirs sont bons, en vue en tout cas. Ouais, on est à 236 pages, donc ouais, on est à 250 pages à peu près. Très touffu, où on nous redécrit en fait tous les éléments de BG qui étaient parus dans la deuxième et troisième de manière plus détaillée, avec toutes les règles attenantes, là où le livret que je vous avais montré c'était juste des paragraphes pour nous donner une idée de ce que c'était. Là il y a vraiment tout, quoi. Voilà, avec illustrations qui sont dans un style différent mais qui sont pas trop mal quand même. Voilà. Mais il y a tout. Il y a tout. Donc tous les suppléments en fait de la première deuxième édition sont revus là-dedans avec toutes les informations utiles pour le remettre dans le contexte de la troisième édition. Voilà. Alors, chose plus intéressante qui était parue pour la troisième, il y a c'est à chaque fois deux guides. Il y a donc les Liber Angelis, Liber Daemonis, où donc là en fait on nous prend chaque prince démon ou chaque archange et on nous décrit, on va dire, un peu un contexte ou un plan, une magouille que fait justement un groupe que, que, que va créer en fait chaque archange ou chaque prince démon. Et il a, on va dire, sa petite intrigue personnelle en fait qui est, on va dire, l'objet qui peut faire l'objet, on va dire, d'un scénario, voire même d'une petite campagne. Voilà, et donc ils ont chacun, on va dire, un groupe sympathique, voilà, qui leur est dédié. Et c'est plutôt pas mal, c'est une approche que j'ai trouvée super intéressante. Voilà, par exemple, Michel, c'est le chaudron, voilà, qui est un groupe, on va dire, c'est surtout, on va dire, des groupes, on va dire, paramilitaires, armés, avec des objectifs très particuliers. Genre, voilà, Novalis, la Strange Paradise Connection, voilà, Walter, donc c'est les collectionneurs, donc Walter, donc qui est l'archange donc des exorcistes, on va dire, un groupe qui collectionne en fait des objets, on va dire, des objets avec qui sont hantés, donc qui ont des esprits qui sont liés après, ou des objets, on va dire, extrêmement ah, rares et précieux. Voilà, Yves, lui, donc il a une patrouille temporelle pour contrer évidemment son frère Chronos. Voilà, etc., etc. Moi, je me souvenais surtout, c'était pour le Liber Daemonis, parce que c'est vrai que sur le Liber Angelis, je l'ai jamais trop utilisé, mais le Liber Daemonis, il y a par exemple justement Asmodée, le prince du jeu, qui lui, en fait, a un casino. Et c'est extrêmement super rigolo, parce qu'en fait, c'est un casino où les anges et les démons viennent parier leur pouvoir. Et donc, ça peut laisser, on va dire, des choses très intéressantes. Euh, et donc voilà, c'est plein d'idées en fait qui peuvent être utilisées pour faire des scénars, et je trouve ça plutôt pas mal de la manière dont ils l'ont, on va dire, présenté. Et donc à chaque fois, la description donc ouais, d'une situation, d'un groupe, d'une magouille, avec ils ont en plus à chaque fois un niveau, comment dire, de difficulté d'une certaine manière, ou un niveau, on va dire, de difficulté aussi en termes de, on va dire, de complexité
d'entrer dans le BG, quoi. Voilà, vous êtes obligé de dévoiler vraiment une part très secrète du BG et aussi le niveau de difficulté relatif au groupe si vous le confrontez à vos joueurs. Après, l'encyclopédia Spiritis, donc sur les anges et les démons. Donc là, c'est purement et simplement le background, l'histoire en fait de chaque archange et chaque prince démon. Il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. C'est du background vraiment. C'est plaisant à lire. Il y a énormément de choses. On apprend plein de choses justement sur les différentes petites luttes entre les archanges et les démons, ce qu'ils ont vécu ensemble, la manière dont ils sont liés, voilà, leurs aspirations, etc. C'est plutôt pas mal. Moi, franchement, j'avais adoré. Voilà, mais là, c'est vraiment à lire parce qu'il y a plein de secrets en plus, plein d'éléments qui peuvent vraiment servir de moteur ou d'intrigue pour des futurs scénarios. Voilà. Et donc, dans la gamme troisième, il y avait eu également pléthore de suppléments de scénarios que je n'ai pas acheté. J'avais acheté vraiment pour la troisième uniquement ce qui était intéressant en termes de BG. Après, donc il y avait eu au début donc des années 2000, donc on était déjà ah mince, j'ai un souci. Ah bah je vais être obligé de faire une deuxième vidéo car je suis en batterie faible. Donc j'arrête la vidéo maintenant avant que ça se coupe sans mon on va dire mon consentement si je puis dire. Et je referai donc une petite vidéo pour vous présenter la troisième et la quatrième édition, à moins que j'ai le temps. Non, j'aurai pas le temps de terminer. Ça va être un peu compliqué. Quoique, allez, on va se le tenter parce que sinon. Donc là, quatrième édition. Donc là, on avait pareil une refonte du système. C'était sous la forme d'un coffret. C'est dingue en fait, j'ai pas vu le temps passer, on est déjà. Avec l'écran du maître, il y a eu énormément, on va dire, de suppléments aussi. Donc une campagne Fire and Ice donc sur Crossel et Belial, avec un tome à chaque fois. Une campagne également, plein d'autres campagnes, on va dire. Donc il y en avait une justement sur la Bible à Dudule, Jésus revient, etc. Donc là, celle-là, je l'ai vraiment pas on va dire, utilisée, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je l'ai pas testé, je l'ai lu en fait à l'époque. Mais bon, le système était assez différent. Il y avait toujours quand même le D666, mais il y avait des, on va dire, il s'utilisait de manière différente, avec des 4, 4+, etc. Là, j'avoue qu'en plus, j'ai plus trop souvenir de la manière dont s'utilisait la chose. Voilà. Je vais vraiment passer rapidement, je suis désolé. Et donc, parce que ce qui était vraiment intéressant, de toute façon, c'était la deuxième et la troisième édition. Après, pour la version Génération Perdue, donc là c'était une souscription. La souscription avait donné beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont été assez déçus de la manière dont ça avait, de la tournure en fait qu'avait pris le jeu. On se recentre en fait sur vraiment un nombre réduit, comment dire, d'archanges et de princes démons. De plus, visiblement, les arcans, enfin les anges et les démons sont beaucoup moins puissants. Ce qui veut dire qu'en plus, alors que normalement ils avaient complète possession du corps, là ils ont qu'une possession partielle du corps. Ils peuvent être à l'arrière ou on va dire aux commandes. Il y avait tout un système là-dessus. On avait juste un choix limité en fait de 8 archanges, 8 princes démons d'après mes souvenirs. Moi je ne l'ai pas testé. Il y a quand même un matériel qui est très pléthorique, donc avec des cartes, on va dire qu'on pouvait donner en fait en comment ça s'appelle, en récompense, on va dire, à ses joueurs en fonction de la manière dont ils jouaient les scénarios. C'était plutôt sympathique. Il y avait plein de bonnes idées, mais elle a pas accroché, elle a pas plu. Et il y avait eu donc des suppléments, donc le cantique de la maïeutique et des faits divins. C'était donc des suppléments scénarios et background qui sont allés donc jusqu'au numéro 6. Voilà. Donc il y avait eu aussi un petit livret de nouvelles, donc les fameuses cartes de récompense, à savoir que dans les autres éditions, eh ben, les récompenses qui étaient données, on va dire, aux joueurs, c'était des pouvoirs, souvent. C'était ça en fait, hein, on vous permettait de tirer un nouveau pouvoir. C'est vrai que j'en ai pas parlé au niveau de l'expérience. Les compétences, c'était extrêmement dur de les augmenter quand voilà. Donc il y avait un bouquin de base et les fameux faits divins
plus un écran. Voilà, donc fait divin 1, 2, 3, 4, voilà, qui décrivait des situations, des scénarios, plein de choses, plus, on va dire, donc un écran. Voilà, l'écran qui était en 3 volets version, on va dire, paysage. Et bon baiser donc du paradis. Donc on avait en plus une petite signature de croc et un poster, voilà, qui était dans la boîte pour ce que moi en tout cas j'avais souscrit. Voilà, donc c'était plutôt sympa, mais voilà, moi c'est une édition qui m'a pas, que j'ai pas testé non plus, peut-être par manque on va dire, de passion, d'intérêt, je ne sais pas, parce que la proposition en tout cas avait de l'intérêt, hein. Moi je trouve que c'était pas idiot, mais bon, moi j'étais tellement attaché en fait à mon ancienne édition, comme d'habitude, vous me direz, il dit tout le temps ça, bah oui, mais on est toujours attaché, comment dire, au vieux jeu. Et c'est pour ça qu'on continue à jouer, c'est parce que les vieux jeux, on va dire, nous intéressent plus que les nouveaux d'une certaine manière. C'était un peu ça. Donc voilà, je vais être obligé d'abréger quelque peu la vidéo qui était déjà tout de même assez longue. Mais bon, vous avez eu l'essentiel en tout cas. Ce qui était vraiment important, de toute façon, c'était la première, deuxième, troisième édition. Pour le reste, après, c'est vraiment une affaire de goût. Mais bon, la première, deuxième restera de toute façon pour moi toujours supérieure pour ce qui est en tout cas de Innomé Satanis. C'est, on va dire, mon édition de cœur. Les autres, c'était vraiment pour essayer, on va dire, d'apporter un nouveau public à une nouvelle époque, puisque bah, les suppléments d'avant étaient plus du tout, on va dire, on pouvait plus, on va dire, les trouver facilement sur le marché, même s'ils sont disponibles hein, en PDF, ils sont trouvables gratuitement, hein, je vous le dis, pour la première, deuxième édition, c'est possible, si ça vous intéresse. Voilà. La troisième édition était tout de même, on va dire, intéressante. Bon, après, moi, il y avait juste le système de jeu qui me dérangeait, mais au niveau du BG, c'était le même, hein, de toute façon, un peu, on va dire, remis au goût du jour. La quatrième édition, il était très très bien aussi au niveau du BG, hein, il n'y a, a pas de problème là-dessus, mais bon, voilà, j'ai pas accroché au nouveau système de jeu. Et un peu pareil, on va dire, sauf que là, c'est vraiment même, pas qu'au niveau du système de jeu, mais au niveau du background, que j'ai trouvé que voilà, il limitait quand même pas mal la chose pour le rendre abordable à un nouveau public, pour ce qui est donc de la cinquième édition, Génération Perdue. Mais là, franchement, moi, j'y ai pas trouvé trop mon compte non plus, et je crois que je suis pas le seul, malheureusement. Voilà, bah, je pense avoir fait le tour. Désolé pour la petite précipitation à la fin, parce que là, vraiment, voilà, je suis en batterie faible et j'ai pas mon chargeur à porter, donc il faudrait que j'aille courir 2 étages plus bas pour aller le chercher. Et j'ai pas envie de faire ça, ça fait quand même pas sérieux. Donc, eh ben, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour d'autres jeux, on va dire, humoristiques et d'autres jeux de croc. Et je vous dis donc à bientôt. Bye bye. Salut. C'était Magna Magister en direct de la bibliothèque. Jouez bien et jouez à Inhumé Satanis parce que c'est vraiment trop bien. Et surtout des démons.